Je suis ravi de t'accueillir parmi nous. N'hésitez pas à Merci suivre la chaîne si vous ne le faites pas encore. Je te propose, alors vu qu'on a perdu un tout petit peu de temps, bah, on va, on va y aller directement hein, comme ça. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots bah, pour les personnes qui n'auraient pas encore le plaisir de te connaître? Écoute, j'arrive sur 62 ans bientôt. J'ai écrit des nouvelles pendant une bonne vingtaine d'années. J'ai commencé dans les années 80. Et puis, ça m'a pris pas mal de temps pour aller plus loin parce que bon, ça se voit moins maintenant, mais je faisais du sport à l'époque. Je faisais des championnats nationaux, internationaux de tir à l'arc. Et donc, du coup, l'écriture, c'était plus un passe-temps au moment des compétitions, le soir, quand on se retrouvait tranquille. Je passais du temps à lire ou à écrire. Et ça me changeait un peu de courir un peu dans les bois toute la journée. Et puis, à force d'écrire des nouvelles, j'ai voulu passer un petit peu le cran au-dessus, c'est-à-dire voir un peu ce que les gens pouvaient en penser. Parce que c'est bien beau d'écrire des histoires, mais si personne ne les lit, finalement, à part C'est soi-même, embêtant, bah oui. c'est embêtant. Et en fait, le meilleur moyen de savoir ce que les gens en pensaient, c'était de faire des concours de nouvelles. Et donc, j'en ai gagné 2, donc un en 2002 et puis un en 2007. En 2007, c'était un concours à propos du centenaire de la mort d'Alfred Jarry. En fait, je ne connaissais pas du tout Alfred Jarry à l'époque. Hein. J'étais un très mauvais étudiant au lycée. Du coup, je ne connaissais pas mes grands classiques. Je me suis intéressé à Alfred Jarry, notamment Roi Ubu, et j'ai fait une espèce de pastiche en fait, de la pièce du Roi Ubu. Et j'ai eu le premier prix avec ça. Donc, j'étais d'autant plus surpris qu'il y avait quand même pas mal de spécialistes du personnage. Et ça prouve que j'étais un vrai fumiste et que j'étais plutôt bon dans ce registre. Mmh. Et donc, du coup, ça m'a donné envie d'aller plus loin et puis de passer à vraiment à l'étape supérieure et d'écrire mon premier roman, donc, qui était Colère Noire, que j'ai écrit en 2008. Ça ne nous rajeunit pas, je m'en rappelle Non. encore. Ouh là là. Et tu Ouais. viens ce soir nous parler du petit dernier. Quand je dis petit, il nous fait un peu plus de 500 pages quand même. Donc voilà, je vous ai mis la couverture. L'Aigle Noir paru chez Fleuve Noir Édition. Alors c'est une première question, elle va te renverser par son incroyable originalité. Mais est-ce que tu peux nous pitcher ce livre L'Aigle Noir pour les personnes qui ne savent pas du tout de quoi ça parle? Ce qu'on peut en dire en tout cas. Ce qu'on peut en dire, oui. Déjà, c'est une histoire qui se déroule quasiment intégralement à La Réunion. J'avais envie, en fait, c'est un livre que j'ai écrit pendant le confinement. Donc, comme beaucoup de monde, j'ai eu envie de m'évader un peu, bien que je suis quand même un peu privilégié ici. J'habite près des bois. Quand on était tous confinés, moi, j'étais pas en appartement. Je pouvais très vite sortir, en fait, et puis aller me promener dans les bois autour de chez moi en restant bien dans le kilomètre imposé. Donc, c'était vraiment pas un souci. Néanmoins, toute notre vie sociale s'est écroulée. On sait tous ce qui s'est passé. Donc, moi, j'ai eu envie aussi de respirer. Et donc, peu de temps auparavant, j'ai un ami qui habite à La Réunion depuis 35 ans, qui était passé à la maison et qui m'avait parlé de quelque chose qui se déroule là-bas, qui se déroule aussi chez nous, mais qui se déroule encore plus là-bas. Et ça a fait tilt, en fait. Et c'est de ça dont j'ai eu envie de parler dans cette histoire. Donc, c'était la conjonction, en fait, de cette idée première que m'avait suggéré cet ami, en fait, sans le savoir, et de ce confinement qui m'a donné envie d'aller dans les îles. Qui t'a donné envie d'aller dans les îles? Alors, on l'a compris, c'est un livre qui fait voyager. Hein. Tu parlais de La Réunion, direction La Réunion, pour une histoire aussi dense et surprenante que la végétation qui pousse sur cette île. Pourquoi as-tu mis le cap sur ce département français en particulier? Parce que envie de voyager, c'est vraiment la discussion avec cette personne qui t'a dit « Ok, c'est là-bas que je veux aller » ou bien c'est quelque chose qui te titillait? Moi, derrière moi, il y a la carte. Donc évidemment, je regarde et c'est vrai quand on écrit un livre, on se dit tiens, j'irai bien ici ou là. C'est vraiment un coup de cœur avec cette discussion. Il t'a donné envie de poser vraiment 500 et des pages et toute cette histoire là-bas. En fait, un coup de cœur, je ne peux pas dire vraiment vu le thème principal en fait du livre. C'est pas le coup de cœur qui vient en priorité en fait comme premier vraiment sentiment sur le désir d'écrire. C'est plutôt traiter d'un sujet qui est vraiment extrêmement prégnant, que ce soit en métropole ou là-bas. Le fait est, c'était de faire la conjonction entre un endroit très, très idéal finalement où on va passer des vacances, où il y a du soleil, il y a des plages de sable fin, enfin c'est ce qu'on imagine. C'est vrai que les gens qui vivent là-bas ne voient pas forcément la même chose parce que déjà il n'y a pas des plages partout, il y a beaucoup d'endroits où il n'y a que des rochers et puis juste derrière il y a des requins qui se baladent. Donc c'est pas forcément non plus là où on va le plus se baigner. Mais j'avais envie en fait de coller cette histoire très noire en fait à un endroit qui est complètement opposé en fait par rapport à la vision que nous en métropole on peut en avoir.
Et donc, tous les ingrédients étaient là. Géographie, culture, il y a de l'histoire. Tous les ingrédients pour pondre un excellent roman noir, c'est ce que tu as fait. Et pourtant, j'ai lu que tu n'as jamais mis un pied là-bas. C'est Et non, vrai ça? on avait Parce pris que l'obligation pour moi, en partir. fait, je t'avoue, donc quand je lisais, moi je t'imaginais à la place de Paul Kessler survolant les Caldeiras. Comment as-tu travaillé à distance, puisque bah, visiblement tu n'as pas eu le plaisir ou pas d'ailleurs d'aller là-bas directement. Bah oui, Comment le on Covid, travaille? moi, j'étais obligé d'annuler les billets d'avion que j'avais pris pour y aller. Donc c'était le cas de pas mal de monde, effectivement. Et du coup, mon ami qui habite là-bas depuis 35 ans m'a servi de filtre. Il m'a servi, ça a été mes yeux, mes oreilles, et puis la mémoire. Donc c'est lui qui m'a corrigé tout ce qui pouvait être culturel, religieux, géographique, historique. Donc j'avais quand même pas mal de bugs parce que c'est vrai quand on n'a jamais mis les pieds quelque part, c'est pas évident d'être crédible et puis de pas faire d'erreur. Ça c'est Donc sûr. notamment une montagne quand Kessler il regarde par la fenêtre de l'hélicoptère que moi j'avais mis à droite et qui était à gauche en fait, un truc tout con, mais c'est un peu ridicule quoi. Donc heureusement il a veillé au grain et c'est ce qui m'a permis de rester dans les clous au niveau de la réunion elle-même. Maintenant, au niveau judiciaire, au niveau policier, j'ai des aides ici chez nous en métropole, notamment une amie qui est là depuis le tout premier roman et qui veille en fait à ce que tout ce qui est judiciaire soit pertinent et soit juste, en tout cas, qu'il n'y ait pas d'erreur dedans. Parce qu'on va vite à écrire des âneries quand on n'est pas du métier, parce que moi, j'étais pas du tout de ce métier-là. Hein. Moi, je travaillais plutôt la matière première, en fait, j'étais ouvrier. Mhm. Donc, dans le judiciaire et dans le policier, il y a quand même pas mal d'écueils auxquels on peut se frotter quand on est romancier. Et grâce à elle, en tout cas, ça m'a permis d'éviter tout un tas de conneries qui seraient restées dans mes bouquins. Et donc le sens du détail aussi, parce que tu disais une vue à gauche plutôt qu'à droite, ça va jusque-là, les romans noirs, romans policiers, thrillers, il faut vraiment être précis. C'était pas frustrant de ne pas aller sur place quand t'entends les gens en parler aujourd'hui, après avoir lu, etc. C'est pas Ben frustrant? oui, oui. Quand même, un Si, petit peu. c'est frustrant, mais quand on peut pas faire autrement, on va se débrouiller. Donc, on a la chance aujourd'hui, par Internet, de voir, il y a tout un tas de gens qui y sont allés, qui ont posté des vidéos, qui ont posté des photos, qui ont des récits par exemple, ce qui se passe sur le sentier Augusta pendant la randonnée. Il y a des tas de gens qui ont écrit sur ce fameux sentier, sur la façon dont il entre dans la montagne, sur le temps que ça met pour passer d'un côté à l'autre. J'avais énormément de matière à creuser parce qu'en fait, on avait que ça à faire à ce moment-là, regarder Internet. Et puis, j'étais pas encore en retraite à ce moment-là, j'en étais plus très loin, mais j'avais que ça à faire finalement de me balader à La Réunion virtuellement. Et c'était le projet initial quand même. Alors, j'ai été voir un petit peu les retours de lecture. Il y en a un, bah, ça m'a fait plaisir, je voulais te lire. Je sais pas si tu les lis, on en reparlera. C'est Yoko qui dit: Je souhaite que l'auteur puisse un jour mettre les pieds sur cette île, et pas que Saint-Gilles, pour qu'il puisse se rendre compte du travail remarquable qu'il a pu faire. Ça te fait quoi de lire ce genre de choses? Parce que à distance, Merci. comme tu le dis, c'est vraiment pas facile, évidemment, de travailler. C'est vrai que je lis, comme tous les romanciers, je pense que je lis un certain nombre de critiques, mais j'évite de toutes les lire parce qu'en fait, si elles sont très bonnes, eh ben on peut se monter un petit peu le bourrichon. Si elles sont pas très bonnes, eh ben on peut être, je vais pas dire désespéré, mais on peut se demander ce qu'on fait là. Finalement, je pense que chaque romancier a son parcours à faire et que il faut éviter, je pense, de lire trop de chroniques. J'aime avoir les avis des libraires, j'aime avoir les avis des lecteurs les plus proches, en fait, que je connais, qui sont parfois assez virulents quand le livre ne les séduit pas complètement. Mais j'évite de lire trop de chroniques. Et on va en parler tout de suite, des chroniques, on reviendra au sujet après. Juste une question, est-ce qu'une fois que le livre est terminé, bon, tu devais y aller, est-ce que ça t'a quand même donné envie d'y aller, même si le travail, entre guillemets, est terminé? Est-ce que tu pourrais un jour y aller? Et surtout, question dans le chat, est-ce que le livre est disponible là-bas? Est-ce que tu as eu des retours de lecteurs qui seraient là-bas et qui Oui, oui, finalement voient que tu parles de chez eux? ouais, parce que mon fameux copain qui est là-bas depuis des années, là, il est allé voir et donc il est disponible en librairie, notamment à la FNAC. Il y a une grosse FNAC à Sainte-Marie, apparemment à côté de chez lui. Et donc il est disponible là-bas. Donc je suppose que chez les libraires, c'est pareil aussi. Donc non, il est vraiment disponible. Il est disponible partout. Ben, on le disait, c'est un roman qui sort chez Fleuve. Quand on passe les avis dont on parlait en revue, même si tu les lis pas tous, pour rester concentré, ben, on voit que les gens sont sincèrement heureux et je me joins à eux, vraiment. Je suis vraiment heureux parce que ça fait
Alors, on se suit à distance, ça fait plus ou moins 10 ans aussi. Et c'est vrai que je disais, tous les commentaires vont dans le même sens. Et je t'en lis un au hasard de Nat74 Gris, j'ai pris au hasard, qui dit: Jacques Saucé est une valeur sûre dans le polar français. Je lis ses romans depuis ses débuts, même s'il n'a pas la notoriété qu'il mérite. Alors, je me dis, il y a déjà ça, qui font des gens fidèles qui te suivent depuis toujours. On le voit en salon aussi, beaucoup de gens viennent te voir. Et puis, les libraires, tu en parlais, on va parler d'un des tauliers avec Gérard Collard qui nous dit très très simplement l'un des meilleurs auteurs de polar français. Est-ce que ta vie a changé avec cette sortie chez Fleuve? Elle a Quelle bonne été nouvelle. à l'exposé, en fait, ça n'a plus rien de commun avec ce que j'ai pu vivre auparavant. Là, je sens que je suis vraiment arrivé chez un éditeur qui prend soin de ses auteurs, qui travaille énormément leurs livres, qui fait absolument tout ce qu'il faut pour que le livre fonctionne. Donc là, c'est mon 15e roman. J'ai déjà rencontré des éditeurs qui faisaient bien leur boulot. Mais à ce point-là, non, absolument pas. Non, là, vraiment, j'ai la conscience d'être arrivé dans une maison exceptionnelle et je suis très, 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 très heureux. Vraiment, voilà, c'est le bonheur total. Tasse de l'iris noir. Bah oui, oui. Non, je vais pas le faire parce que vous allez trouver ça bizarre, mais en fait, j'ai le Oui, t-shirt. c'est pas un hasard. Hein. Mais j'ai le t-shirt en fait sur moi là. Je vais pas me déshabiller devant vous, mais je pourrais. Mais je vais pas le faire, mais non. Au choix, c'est dans le highlight ou alors dans les bêtisiers, je sais pas encore, mais j'ai vraiment le t-shirt, donc on est synchro, c'est très très bien. Revenons à ce livre, L'Aigle Noir, si tu veux bien, mais donc il y a de nombreux thèmes à l'intérieur de ce roman. Il est épais, il y a plein de choses à dire, et dans un décor pareil, on vient d'en parler, comment s'en priver. Ne comptez pas sur moi, vous, dans le chat, là, qui nous écoutez, pour vous révéler tous les thèmes dont parle ce livre. Allez, si je peux vous dire que ça va parler de vanille à un moment, ne me remerciez pas, c'est cadeau. C'est une question pour toi. Est-ce que quand on écrit ce genre de livre, est-ce que tu n'as pas peur que les chroniques ou les interviews révèlent trop de choses de ton livre? On n'est pas maître de ça, même les blogueurs aussi. Il y a pas mal de monde se lâche en fait sur les chroniques. Je me dis qu'a priori, quand quelqu'un dit du bien du livre, même s'il en révèle trop, des gens qui veulent lire le livre sans lire les chroniques achètent le livre sans lire les chroniques, et je ne pense pas que ce soit vraiment un problème majeur. Ceux qui lisent les chroniques prennent le risque qu'il y ait un peu de spoil. Mais sur ce livre-là, je ne suis pas sûr que ce soit véritablement un problème. Si on spoil un peu le sujet central, je ne pense pas que ça détruise l'intrigue en tout cas. Eh ben, on va en parler un tout petit peu, mais pas trop, pour voir un petit peu dans quel contexte on est. Et moi, je vais rester très très vague, et puis toi, tu en dis ce que tu veux, mais tu as choisi un sujet central. Alors, je vous dis, il y en a beaucoup, mais un sujet central qui est très difficile. C'est un sujet classique, mais évidemment, quand on le déplace géographiquement, il se passe des choses. Sujet difficile, selon toi, est-ce que suggérer est plus puissant que décrire? C'est souvent un peu le combat entre les deux quand on écrit. Est-ce qu'on suggère ou est-ce qu'on décrit les choses? Et on va vous mettre un petit sondage au passage dans le chat pour voir si vous êtes plutôt suggestion ou description. Je vais préparer ça, ou Kiko, je ne sais pas, on va voir. Mais on vous met un petit sondage. Toi, quelle est ta manière de faire dans ce cas-là? Alors donc je vais rester vague aussi sur le thème central, je vais te suivre sur le coup, je vais pas en révéler, mais même si c'est pas vraiment un problème. En tout cas, pour ce qui est de la suggestion et puis de la vision directe des choses, moi je suis intimement persuadé que la suggestion est beaucoup plus forte. Je me souviens notamment quand j'étais plus jeune du film La Féline. Il y a eu deux versions, une première très ancienne où tout était suggéré, on ne voyait pas spécialement les transformations, et une beaucoup plus récente à l'époque où c'était bourré d'effets spéciaux et en fait la magie du film disparaissait. Personnellement, hein, c'est vraiment mon opinion, et donc je trouvais que c'était beaucoup plus fort quand on laissait le spectateur imaginer ce qui se passait. Et en fait, nous, quand on écrit une histoire, c'est exactement ce qu'on fait, c'est-à-dire que les personnes ne voient pas les images, c'est eux qui se projettent dans ce que nous on leur propose. Et quand on arrive sur des scènes particulièrement difficiles, particulièrement dures, je pense qu'il suffit que le lecteur comprenne ce qui se passe exactement, on n'a pas besoin de lui dire. Et c'est certainement là où ça me marque encore plus. Surtout sur des sujets comme ça, où moi personnellement, ce qui m'inquiéterait, c'est que ça ne heurte pas les gens, quoi. C'est vraiment un sujet qui pour moi doit toucher. Et donc,
j'ai notamment utilisé un artifice dans ce bouquin que j'ai tendance à mettre un petit peu en place maintenant, c'est que à un moment dans l'histoire, il y a quelqu'un qui passe dans un village. Il assiste à quelque chose et ce quelqu'un marche dans la rue. Et il fait rien en fait. Il passe, il voit ce qui se passe et il tourne au coin de la rue, il s'en va. Et ce que je me dis, c'est que peut-être le lecteur à ce moment-là va entrer en résonance avec ce personnage en disant oui, mais si c'était moi là, si moi j'avais réagi, qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce que ça pourrait changer? Et c'est quelque chose qui est un peu tordu hein, finalement, parce que on essaie de projeter le lecteur dans un personnage qui a un rôle vraiment négatif puisqu'il agit pas du tout à ce moment-là. Mais c'est ça en fait qui moi me motive en me disant voilà, est-ce qu'on peut arriver à donner une idée de quelque chose qu'il faudrait faire à ce moment-là. Ça c'est une idée centrale dans le bouquin. Il reste une petite minute pour le sondage. Bah c'est très très partagé pour l'instant. Vous pouvez faire pencher la balance. On est à 40%, 40%, description, suggestion, et peu importe 20%. Donc, il y a des gens qui aiment un peu de tout. Donc voilà, n'hésitez pas. Il vous reste 45 secondes pour donner votre voix dans ce sondage. Et la suggestion prend de l'avance. Et c'est vrai que là, par exemple, on a dit des sujets sensibles, un en particulier. On va rester très vague. Oui, oui, vous me détestez, je le sais, mais c'est comme ça. Est-ce que quand tu es sur des sujets comme ça assez difficiles, est-ce qu'il y a une ligne rouge que tu te fixes avant ou à laquelle tu penses que tu décides de ne pas franchir? Oui, sur ce sujet-là notamment, c'est le voyeurisme. À partir du moment où moi je ressens du voyeurisme dans ce que je vais écrire, je coupe. Je veux absolument pas de ça. Rendre les gens mal à l'aise avec un thème, c'est une chose, mais faire du voyeurisme, c'est autre chose, et je m'y refuse absolument. C'est peut-être vraiment le seul tabou auquel je me heurte, c'est ça. Sinon, j'ai absolument aucun autre tabou sur aucun thème, quel qu'il soit. Mais ça, oui, vraiment, c'est pas ma tasse de thé, quoi. J'aime pas ça. Alors, le Belge qui nous dit « Les deux me conviennent tant que l'histoire se déroule sous les yeux et qu'on n'a pas l'impression de le lire. C'est que le livre est bon. » Majorité pour la suggestion, donc vous êtes plutôt c'est pas pudique, mais c'est justement laisser aussi de la place aux personnes qui lisent de s'imaginer en fonction des quelques codes que l'auteur peut mettre. Et bien voilà, ça c'était plutôt intéressant, ça, je note ça. Vous êtes dans la team suggestion. Je le disais, 528 pages. Comment on fait pour surprendre les lecteurs sur un nombre de pages aussi conséquent? Parce que, je vais vous le dire comme je le pense, on s'ennuie pas hein, dans l'Aigle Noir. Il se passe des choses tout le temps, avec des rythmes assez différents. On va parler après des trucs et astuces, hein, parce que on est entre nous, donc la boîte à outils, on peut y regarder un peu. Mais comment on fait, toi, pour surprendre les lecteurs et les tenir en haleine comme ça sur un nombre de pages assez conséquent, comme ce livre? En fait, on ne sait pas exactement. Moi, je ne sais jamais combien de pages va faire un bouquin. Celui-là, j'avais une idée qu'il allait être assez conséquent parce que je savais qu'il y avait plusieurs histoires qui se mélangeaient, qui se croisaient. Il y avait beaucoup de personnages. Il y avait de quoi. Il y avait un pays, c'est la France en l'occurrence, mais il y a un lieu que on ne connaît pas vraiment, nous, en tout cas les métropolitains, à part ceux qui ont eu la chance de pouvoir y aller. Donc il y avait de quoi donner de la matière avec les requins, avec la végétation, avec l'alimentation, avec la culture locale. Il y avait vraiment de quoi faire plein de trucs. Donc a priori, je savais que le bouquin serait costaud. Dans cet ordre d'idée, le suivant, celui qui sort au mois d'octobre prochain, fait un sixième de moins peut-être. Il est pas court. Celui-là, il se passe ici, dans Lyon. C'est autre chose. C'est pas du tout la même construction de livre. D'ailleurs, j'essaie à chaque fois de faire un livre construit complètement différemment. Donc, j'espère y arriver, mais j'essaie de faire quelque chose qui ne ressemble pas au précédent ni à ceux d'avant. Là, en l'occurrence, je savais que ça serait un gros bouquin, comme celui d'ailleurs que j'ai attaqué il y a peu de temps, qui lui sera prévu pour 2024. Parce que c'est pareil, c'est très touffu au début, il y a une histoire donc je sens qu'elle va être très vaste, donc je me fixe pas spécialement de dimension, et c'est au fur et à mesure de la construction de l'intrigue que je me dis, ça peut être intéressant, ça peut faire une fausse piste, ça peut amener le lecteur à penser tel truc, et puis finalement, évidemment, ça sera pas ça, plutôt dans le sens. Oui, c'est le jeu, hein. Alors, il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui marchent pas, donc on coupe les branches, et puis on fait le jardinier de l'histoire, quoi.
Et on fait lire l'histoire. Tiens, dans un livre ou sur une moto, parce que t'aimes beaucoup ça aussi, tu es plutôt plan ou plutôt improvisation? Alors, pendant pas mal d'années, j'étais en impro au total. Mhm. Et en fait, quand je suis arrivé chez Fleuve, on en a beaucoup discuté avec mon éditrice, en fait, avec celle avec laquelle j'ai travaillé toute la correction du livre et toute la préparation en fait du livre. Et elle m'expliquait un petit peu tous les atouts qu'il pouvait y avoir à construire un plan auparavant, chose à laquelle j'étais pas habitué du tout. Et c'est vrai que ça me fait beaucoup moins de réécriture à la fin, parce que quand on fait de l'impro total, il y a quand même des passages, au bout d'un moment, on a une autre idée sur un autre truc, on part dans quelque chose et on se rend compte en relisant le livre qu'il y a des passages qui vont plus du tout. Donc ça fait des coupes, ça fait de la réécriture, beaucoup. Ça fait de la remise en question d'un certain nombre de parties de l'histoire qui sont moins articulées qu'avant, qui sont un peu bancales, et donc il faut raccrocher les wagons. Là, avec un plan dès le départ, c'est sûr que ça roule, quoi. Mais moi, ce qui me gêne, c'est de perdre. Enfin, j'ai l'impression de perdre du temps au départ, de faire ce plan. Moi, j'ai jamais aimé ça quand j'étais en français. Hein, ils doivent tous être morts depuis longtemps, mais si j'ai un prof de français qui est là ce soir, vous y arrivez, effectivement, ils n'avaient pas du tout de plan, jamais. Mais je me rends compte qu'il y a quand même un intérêt à le faire pour éviter toute cette réécriture. Et sur un bouquin comme celui-ci, de 500 pages, c'est vrai que c'était quand même un atout de savoir où j'allais et de rester dans les clous. Du coup, je le fais pour le suivant. Et puisque j'adore donner mon avis, c'est faux, mais je dis que le livre fait 500 pages parce que c'est la réalité. Par contre, il y a toujours, c'est comme la température, vous voyez, il y a la température qui fait, et puis la température ressentie. Le livre, de manière ressentie, ne fait pas du tout 500 pages. C'est ça qui est très amusant. Vous me direz qu'il en a fait 200, je vous croirais, parce que ça se lit très très vite. C'est important de vous dire, pour les gens à qui les briques, entre guillemets, font peur, personnellement, c'est passé très très vite. J'ai pas eu l'impression de lire un livre de 500 pages. Et c'est vraiment lié aussi à ton immense talent. On disait, le plan avec la liberté, etc., ça représente quoi pour toi, la liberté face à une page blanche? Parce que même si tu as un plan, il y a tout ce qui fait qu'après, on peut quand même un petit peu s'amuser. Ça représente quoi, la liberté? C'est de la liberté ou ça te fait plutôt peur aussi, un jour, d'être devant ta page et de dire, OK. Ça arrivera peut-être, mais ça m'est jamais arrivé et ça m'inquiète pas. Je dis, si un jour ça arrive, c'est que il est peut-être temps de rester plus sur la moto que devant le clavier. Non, ça m'est jamais arrivé. Et puis donc là, le 16e est terminé, je suis sur le 17e, donc je suis pas plus inquiet que ça. Ce que j'aime bien quand un bouquin sort, c'est que le suivant soit fini déjà. Donc moi, ça me rassure. Ça rassure aussi mon éditeur qui prend après. Je pense qu'au bout de 17 bouquins, on se demande moins si le gars il va en faire un autre l'année suivante. Mais ça me permet vraiment de voir vraiment loin devant moi et puis d'être tranquille. Au niveau de la mécanique, juste un petit truc sur la boîte à outils, sur celui-là. Oui. J'ai construit le roman de manière à ce qu'il y ait un personnage qui revienne tous les 7 chapitres, un personnage très noir dans cette histoire, qui revient tous les 7 chapitres et qui fait un espèce de gong tibétain du noir, du mal en fait, qui agit. Et c'est lui en fait qui rythme cette histoire quasiment jusqu'au chapitre 100, tous les 7 chapitres. Et à partir du chapitre 100, ça se rapproche. C'est plus tous les 7 chapitres, mais c'est tous les 6, puis tous les 5, puis tous les 4, puis tous les 3. Donc voilà, ça c'est une technique que j'ai utilisée dans celui-ci pour histoire de couper un peu la respiration à la fin quand on sent que vraiment ça accélère. Et on est aussi dans une mode, il y a beaucoup de gens qui demandent des ateliers d'écriture. Et pour ceux qui étaient là tout au début, Geoffrey en donne des ateliers d'écriture, justement, on en parlait hier avec lui. Est-ce que tu vois les copains René Manzor, Henri Lovenbruck, plein de gens voilà, qui donnent des conseils, alors certains sur les sites, certains dans des masterclass, des Franck Tillier et autres. Est-ce que c'est quelque chose qui te tente ou pas du tout, de faire du coaching, de donner... Maintenant que tu as un parcours quand même, depuis des années tu fais ça, est-ce que c'est quelque chose qui te tente? J'ai fait pas mal d'ateliers d'écriture pour le livre de poche. C'est le camion qui livre, c'est un camion qui circule sur tout le littoral français, là. Atlantique et Méditerranée, donc j'en ai fait dans le sud, j'en ai fait en Bretagne, j'en ai fait un peu partout. Et voilà, je passe chez Pocket, du coup, avec Fleuve, puisque il y a une priorité Pocket. Donc là, le livre de poche ne m'a pas sollicité cette année, donc je suppose que c'est à la suite de mon entrée chez Fleuve et chez Pocket. J'en ai fait une fois aussi en amont du salon de Lens.
je sais à peu près tout. Donc, j'ai dû en faire, je sais pas, Et c'est un exercice que tu aimes bien? C'est un exercice que j'aime bien, mais je ne connais pas sur très longtemps. En fait, c'est des exercices qui durent 1 heure et demie, quoi, à tout casser à chaque fois. Donc, ça laisse pas énormément de temps pour les gens pour se mettre véritablement dedans, mais ça leur donne au moins. J'essaie de leur donner quelques idées. En fait, les gens qui viennent, a priori, c'est qu'ils ont soit envie d'écrire, soit qu'ils se posent des questions dessus. Et donc, j'essaye de leur ouvrir une première petite porte pour qu'ils puissent poser leur première brique. Alors, on va pas dévoiler toute la boîte à outils, parce que c'est pas drôle, sinon. Vous avez aussi l'occasion de regarder dans le livre et essayer de les trouver. Par exemple, cette histoire de rythme, de nombre de chapitres, c'est intéressant. Est-ce que vous l'auriez vu Peut-être pas, moi je l'avais pas vu. Je parle à un spécialiste du tir à l'arc. Du coup, je me suis demandé comment est-ce qu'on met dans le mille pour un roman noir. Et j'ai un peu regardé ce que tu as fait en lisant ce livre. Est-ce que par exemple des chapitres très courts qui donnent du rythme, mais sans, et je précise, c'est important, sans que les personnages courent partout comme des dingues tout le temps, est-ce que les chapitres courts comme ça, c'est un de tes outils? Et je vais vraiment pas tous les citer, mais j'en ai pris un ou deux comme ça pour qu'on puisse discuter. Oui. Mais ce sont des chapitres très courts dans ce livre. Et tu disais, on passe les 100 chapitres, en fait, il y en a 160, je crois, 140, voilà. Donc c'est des chapitres assez courts. C'est une des méthodes que tu aimes bien utiliser? Alors, je pense que c'est dans l'air du temps, on va dire, les chapitres courts pour un certain nombre de romanciers. Ça permet de mettre de l'action ou pas, d'ailleurs, dans un chapitre, de faire aussi respirer le lecteur. Comme tu disais, il n'est pas obligé de courir dans tous les sens. Et surtout, ça permet, quand il y a beaucoup de personnages, de ne pas les oublier. C'est-à-dire que si on passe un chapitre de 10 pages sur un bonhomme et puis qu'il y a tous les autres qui sont derrière, qui attendent, il y a un moment, le lecteur il va être perdu en fait, entre tous ces personnages. Donc, le fait de raccourcir les chapitres, ça permet de remettre régulièrement des personnages dans l'action. Donc, sur mon plan, par exemple, j'ai un plan avec un plan assez détaillé et j'ai un autre plan qui est très raccourci où je mets le personnage principal dedans et je vais mettre des codes couleurs en fait sur les chapitres de manière à être sûr qu'un personnage va parvenir beaucoup plus loin que là où il était précédemment, histoire de ne pas perdre le lecteur. Donc, il faut que ça reste cohérent au niveau du timing, mais disons que c'est un outil aussi qui permet de rester dans les clous. Le fait de faire des chapitres courts, c'est aussi un rythme d'action que j'aime beaucoup depuis longtemps. J'avais écrit justement mes premiers romans, pas du tout dans ce style-là, Colère Noire et De Sinistres Mémoires, et même peut-être 4 à 6 ans, je crois que je vérifie, mais Colère Noire, je l'ai réécrit complètement et je l'ai remodifié. Donc j'ai recoupé les chapitres de manière à changer l'électricité en fait intérieure du bouquin. Et bonsoir Isabelle, bienvenue et merci d'être si nombreux. Je vois que ça ne désemplit pas. C'est passionnant évidemment de t'écouter. Dans la boîte à outils, il y a évidemment les personnages qu'on utilise tous. C'est un peu le terreau de tous les livres. Donc au milieu de tout ça, je disais tout à l'heure, il y a Paul Kessler qui vit une retraite pas tout à fait reposante avec une enquête comme ça qu'on lui confie. Comment as-tu créé ce personnage? Eh bien, j'ai créé Paul Kessler au moment où moi j'allais arriver en retraite. Donc moi j'étais ouvrier, comme j'ai dit tout à l'heure, donc un ouvrier qui arrête de travailler, qui est en retraite, il prend ses outils, il les pose et il a fini. Voilà, autre chose. Un flic, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui devient un flic qui arrive en retraite? Un gars qui a passé sa vie à poursuivre des criminels. Alors bon, c'est vrai que la vie de policier, on le sait, hein, il y a beaucoup de policiers qui nous l'ont dit, enfin on le sait, nous qui ne sommes pas policiers, on nous l'a expliqué. C'est pas ça justement, ils ne courent pas tout le temps après des criminels, après des gens arrêtés, etc. Il y a beaucoup de paperasse, de trucs comme ça, mais dans l'imagerie populaire, un flic, c'est quoi? Un mec qui donc est armé, qui résout des enquêtes criminelles. Quand il arrête de travailler, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai pensé à mon chien, que j'en parle fréquemment d'ailleurs, un chien que j'avais il y a quelques temps. Quand il nageait dans la rivière, je le sortais de l'eau et il continuait à pédaler, comme s'il était encore dans l'eau. Et je me suis dit, un flic qui arrête de travailler, il a toujours en lui cette âme de flic qu'il a eu pendant toutes ces années, et il tombe sur un truc, on lui dit j'aurais besoin d'un coup de main, je sais que vous étiez un bon policier, est-ce que ça vous emmerderait pas de me fier, de regarder un peu cette histoire, c'est louche, il y a un truc. Et je me suis dit, voilà, j'ai une première approche de ce personnage qui a priori est sorti de la vie policière, donc qui n'a plus accès à tous les dossiers de la police, qui n'a plus accès aux recherches ADN, qui n'a plus accès au FNAG, Officier National Automatique des empreintes génétiques. Donc il n'a plus accès à tous ces trucs-là. Et en fait, c'est comme si je le ramenais dans le temps, en arrière,
ou à des enquêtes où en fait les policiers étaient limités aux empreintes digitales, où juste le chou en fait il devait réfléchir à ce qui se passait sans avoir cet appui en fait de toute la technologie et de toute la science policière et criminelle d'aujourd'hui. Et je me suis dit il y a manière à notre époque d'avoir une enquête policière qui est menée par quelqu'un qui a été policier mais qui ne l'est plus et qui du coup se retrouve complètement en travers par rapport aux flics habituels. Et donc, je vais pouvoir jouer sur le fait qu'il va se buter par rapport aux équipes de policiers, par rapport aux équipes de gendarmes, le fait qu'il ne va pas être habilité à mener un certain nombre de trucs. Et donc, ça peut être vraiment intéressant de travailler un personnage comme ça. Et ça l'est, je confirme. Je confirme. Ça l'est vraiment. Et je peux me tromper, mais j'ai le sentiment que plusieurs passages du livre font passer un message comme quoi les gens à la retraite ont encore de nombreuses ressources et qu'il ne faut surtout pas les sous-estimer. Moi, alors, je suis pas à la retraite, mais j'aime beaucoup ce message, vraiment. T'en penses quoi? Est-ce que tu as voulu, consciemment ou inconsciemment, faire un peu passer ce message-là aussi, grâce à ce personnage voilà, qui pédale comme les chiens qu'on retire de l'eau, visiblement? Je me suis un peu moqué de moi aussi, c'est-à-dire que bon, quand Paul Kessler monte dans le chemin et qu'il a du mal à suivre la gamine qui court devant lui, qui marche et qui lui dit de se presser, je me suis amusé parce qu'effectivement, c'est vrai que si je sortais dans les bois, là ça va, c'est relativement plat chez moi, enfin c'est des collines, mais si je sortais en montagne là maintenant et que je m'amusais à grimper un chemin, je serais comme lui, quoi. Au bout de 600 mètres, j'ai le nez dans les genoux, quoi. Donc voilà, il y a aussi une part, c'est vrai, quand on arrive à un certain âge, le corps il est plus pareil qu'à 20 ans, ni à 30 ans. Je m'en rends compte quand je coupe du bois ici, donc c'est plus la même chose. Donc il y a un moment, il faut prendre conscience de ce qu'on devient, et puis ça n'empêche pas d'en rire, quoi. D'en rire, et puis, comme je disais, surtout pas de sous-estimer les personnes à la retraite. Puis t'es un tout jeune retraité, il y a encore tellement de choses à faire, notamment de nous écrire de très très bons livres. Je me disais, tiens, puisque t'es jeune retraité, est-ce que t'as pris des notes sur tes anciens collègues pour écrire un livre? Ça, c'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'on prend des notes quand on fait un autre travail sur le côté? Est-ce que tu as noté précieusement les anecdotes de ta carrière? Ouais, il est déjà fait en fait. J'ai fait un seul bouquin sur mon métier et il est déjà fait, c'est le Nestor Burma, qui est sorti chez un pseudo-éditeur dont je ne prononcerai pas le nom, qui est épuisé depuis, mais je n'ai pas dit mon dernier mot pour ce bouquin. Donc, ensuite, voilà. Tout n'est pas tout perdu, affaire à suivre. Je vois le temps qui avance très très vite, puis on a été un peu coupé au début par la tempête. Quels sont tes projets? Alors tu parlais d'un livre déjà fini. Moi personnellement ça me fait rêver. Je pense que mes éditeurs qui m'écoutent, ça les fait rêver aussi. Moi je suis pas du tout comme ça, hein. C'est-à-dire bref. Mais quels sont tes projets? Et donc tu t'as dit que ça se passait dans ta région, si j'ai bien été attentif. Oui. Est-ce qu'il y a une tempête? C'est important. T'as mis une tempête et du vent. Il n'y a pas de tempête, pas cette fois. Il y en avait une un peu dans l'Aigle Noir. Non, il n'y en a pas dans celui-là. Donc le titre n'est pas encore définitif. J'avais trouvé un titre, mais il me plaît moyennement, donc ce qui est quand même rare, parce qu'en général, quand je trouve un titre de bouquin, c'est celui-là que je garde. J'en ai proposé un autre à Fleuve qui me plaît beaucoup plus, mais j'attends de savoir ce qu'ils en pensent. En tout cas, ce livre-là est prévu pour début octobre. C'est un bouquin qui se passe dans Lyon, du côté de Vézelay. Alors là, en revanche, c'est pas comme La Réunion, j'ai pu aller faire mes repérages. Oui, j'ai pu aller faire mes repérages l'année dernière au mois de novembre, donc à la période à peu près où se passe cette histoire, pour voir la végétation, j'aime bien m'imprégner vraiment des lieux où se passent les choses. Et d'ailleurs, là, bientôt, je vais aller du côté de Lyon, parce que le prochain se passe là-bas. Donc j'ai loué... je vais louer dans les jours qui viennent, là, parce que j'ai déjà quasiment réservé. Je vais louer dans un endroit un peu isolé du côté de Lyon, déjà pour travailler, pour écrire, et puis surtout pour aller visiter les lieux du crime, etc. Et on est évidemment dans un roman noir avec des crimes. Eh bien, affaire à suivre aussi. Petit rendez-vous en octobre, ça fait toujours plaisir. Tu reviendras nous en parler avec plaisir. Avec grand plaisir si tu le souhaites. Question traditionnelle pour finir avant de te laisser le mot de la fin. Je l'adore cette question. Qu'est-ce que tu veux? J'ai mes petites habitudes, ma Madeleine. Que dirais-tu au Jacques Sausset de 2010 s'il était devant toi ce soir? Il aurait... De quoi? Si tu croisais Jacques Sausset de 2010, donc Jacques Sausset de 2010. qu'est-ce que tu lui dirais ce soir avec ce que tu sais aujourd'hui?
T'aurais envie de lui dire quoi? Qu'est-ce que je lui dirais? Alors là, je me pose la question régulièrement si je me voyais gamin, quoi, mais 2010, Tu peux dire gamin si tu préfères. Je suis bon public. si je me croisais gamin, je me dirais raconte des histoires un peu plus tôt, parce que quand tu arriveras à 62 ans, tu auras un peu plus de bouquins. 2010, c'était déjà fait. Donc, C'était déjà fait. Mais c'était le tout début, finalement, de ton parcours. Ouais. Que je te souhaite évidemment le plus beau possible. C'est très très bien parti. Ça l'était Merci. déjà et puis tout se passe bien. Je termine ici aussi en disant que tu as un merveilleux site tout neuf où Ouais, on peut très retrouver plein d'infos, notamment les salons. Là, ça y est, c'est bon. Avec Tu WordPress, as passé tout ça. Le robot vous met le lien dans le chat régulièrement. N'hésitez pas, et notamment l'onglet avec les rencontres, tous les lieux où vous pourrez retrouver Jacques pour faire dédicacer l'Aigle Noir. Ne traînez pas, il faut aller tôt, notamment l'Iris, parce qu'il y a des ruptures de stock comme ça parfois dans les salons. Et donc, n'hésitez pas évidemment à aller voir Jacques, évidemment. c'est arrivé une rupture très récemment, juste à Noël. C'est dû à la communication de Gérard Collard, justement. Donc Fleuve avait pris les devants quand ils ont vu ce qui se passait. Ils ont tout de suite réimprimé. Et donc ça a duré très peu de temps, mais bon, on parle de l'effet Gérard Collard, mais il est indéniable. Et il a vraiment aidé ce bouquin. Et ce n'est que le début de cette aventure du jeune retraité Jacques Sausset. Merci beaucoup. Il était une boîte. Je te laisse évidemment le mot de la fin pour refermer le couvercle de cette boîte avant d'accueillir. Restez bien avec nous. Notre dernière invitée, Marie-Sophie Villard, pour cet excellent livre, Les petits meurtres de Noé. Mais toi, Jacques, que souhaites-tu nous dire pour conclure ton passage parmi nous en ce début d'année? Écoute, moi j'étais ravi de ce live. C'est vrai qu'on a un peu pris l'habitude de ce genre de rencontres pendant les confinements, mais je vois que les moyens s'améliorent, que les supports sont de plus en plus intéressants, et puis quand les questions sont aussi sympas et intéressées, je suis ravi d'être venu, et je suis désolé, je pars pas fort parce que j'ai ma petite femme chérie qui dort au-dessus parce qu'elle se lève très très tôt demain matin, donc j'espère que c'était assez audible ce que j'ai dit. J'ai mis à fond. Et voilà, donc je remercie tout le monde. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je te souhaite une bonne nuit, ou alors bon travail si tu écris en silence pour laisser dormir tout le monde dans la maison. Petite promenade dans la tempête avec le chien peut-être. Mais ne t'envole pas, on a encore besoin de toi. Et encore un grand merci. Merci de tout le chat évidemment qui se joint à moi pour te souhaiter le meilleur avec l'Aigle Noir. Merci. Et à très très bientôt, ici ou là.